à la santé sur cette antenne et sur placealasanté.fr. 94.5. Entre vous et moi. Une émission présentée par Patricia Drey. Et c'est la suite de votre émission Entre vous et moi. Et j'ai le plaisir de recevoir mon deuxième invité. Bonjour Pascal Marmet. Bonjour. Bonjour Pascal et merci beaucoup de votre fidélité à Radio Judaïka. Votre premier roman publié en 2010 et intitulé Si tu savais nous avait permis une première rencontre téléphonique avec vous. Et puis on suivit d'autres titres, À la folie, Le roman du parfum et Il y a longtemps. Et aujourd'hui c'est pour Le roman du café paru aux éditions du Rocher que j'ai le plaisir de vous recevoir. Alors si vous le voulez bien, quelques mots de présentation sur vous. Vous êtes romancier, vous êtes également chroniqueur radio et vous organisez des rencontres littéraires à Nice, enfin à Saint-Laurent-du-Var plus exactement, où vous résidez. C'est oui, bien alors ça j'habite à Saint-Laurent-du-Var, Oui. mais j'ai tenu un hôtel pendant plusieurs années. Voilà. Et j'invitais des amis écrivains là-bas, et ils adoraient venir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Vladimir Fedorovski. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien écoutez, c'est ce que je disais, effectivement. Voilà. Qui m'a permis de signer l'année dernière le roman du parfum, qui était un très beau livre pour lequel vous m'avez interviewé, je crois, qui était un livre sur l'histoire du parfum à travers les âges. Et puis cette année, donc en 2014, mon nouveau livre vient de sortir il y a 2 mois, c'est le roman du café, donc paru aux éditions du Rocher, toujours dans cette collection mythique qui s'appelle Le roman des lieux et destins magiques, dirigé par Vladimir Fedorovski. Voilà, dirigé vraiment de main de maître par Vladimir, que nous avions eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises. Et vraiment, cette collection, elle est magique, hein, cette collection. Ah bah oui, ça s'appelle Le roman des lieux et destins magiques. Oui. Alors, vous voyez, en plus, elle est magique. Et c'est vrai qu'elle regroupe plus de 110 titres différents avec des grandes signatures qui ont signé pour les éditions du Rocher, hein, Jacqueline Monsigny, Jean Sicardi, bien sûr, Vladimir Fedorovski, avec bon nombre de livres sur la Russie, dont le dernier marche très bien, d'ailleurs, Le roman des espionnes, que j'ai lu. Oui, tout à fait. Alors, plus de 100 titres déjà dans cette collection à laquelle vous participez activement, puisque c'est déjà le 2e roman. Donc, après le roman du parfum, le roman du café. Vous vous intéressez, il y a un petit parallèle parfois entre le parfum et le café, puisque on relève souvent les mêmes expressions. On parle d'arôme pour le parfum et pour le café, on parle de goût. Il y a un certain nombre de termes qui reviennent régulièrement quand on évoque ces deux choses. Oui, et puis on est toujours dans les arômes, dans les senteurs, etc. Puis, vous savez, j'ai travaillé avec Gloria Montenegro, qui est l'ex-ambassadrice du Guatemala en France. Oui. Je l'ai rencontrée. Elle dirige une université de café. Vous voyez, je ne savais pas que ça existait. Moi non plus, elle donne des cours pour apprendre l'histoire du café. Elle forme des baristas à travers le monde. Et elle m'a dit qu'en Amérique du Sud, notamment en Amérique centrale, plutôt au Guatemala, ils font des expériences sensorielles en comparant les grands crus de café à des grands parfums. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. Ah bah oui, absolument. C'est quand même assez incroyable. Vous évoquiez Gloria Montenegro. Je voulais tout de suite préciser à nos auditeurs que, effectivement, au centre de votre ouvrage, Le roman du café, il y a un cahier photo qui retrace un petit peu si vous voulez, le parcours que vous avez effectué vous-même pour écrire ce livre. Hein. Oui, bien sûr. Puis il y a des très belles photos que j'ai faites en Colombie, chez un ami qui a une plantation de café qui s'appelle la Finca Mirande, sur les hauts plateaux de Popayan. Voilà, j'ai fait quelques photos là-bas. Et puis j'ai fait quelques photos avec Gloria aussi Montenegro à la Caféothèque à Paris, qui est un haut lieu de la caféologie en France. et puis voilà, il y a une petite photo de moi dégustant un grand cru aussi. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 grands crus de café différents à travers le monde. C'est considérable. Ce que j'ai noté, c'est comme le vin. C'est un petit peu comme le vin. Il y a des grands crus de café, les gens le savent moins. On n'en parle pas beaucoup, mais je peux vous dire que j'ai rencontré aussi des grands restaurants et depuis peu, ils ont ajouté à leur carte en fin de repas une carte des cafés avec des grands crus. Absolument, mais c'est vrai, vous faites le parallèle, on l'a fait avec le parfum, mais il peut tout à fait se faire également avec le vin. Les mêmes termes, les mêmes choses reviennent quand on parle café ou vin. Bien sûr, absolument. À la fin du livre, d'ailleurs, il y a tout un tas de petites rubriques. Il y a l'abécédaire amoureux du café où j'apprends un petit peu au lecteur comment décrire le café avec les arômes, etc., l'acidité, le goût, tout ça. Et puis il y a la liste des grands crus. J'ai pas pu tous les citer, parce qu'il y en a plus de 400 différents. Donc j'ai pas pu tous les citer, mais j'en cite quelques-uns quand même avec leur provenance, etc. Alors dans le monde entier, dans tous les milieux, à tout moment, dans toutes les circonstances, on boit du café. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous y êtes intéressé
associé, parce que finalement le café fait partie intégrante de notre quotidien. Il y a aussi toute une symbolique qui s'attache au café. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, le café, c'est 12 000 tasses par seconde. C'est considérable. Hein. 12 000 ça tasses représente secondes. dans le monde, ça fait 440 milliards de tasses par an. C'est quand même considérable. C'est la deuxième boisson européenne après l'eau, et c'est la troisième boisson mondiale après l'eau, bien sûr, et le thé, parce que le thé est très présent dans les pays asiatiques. Oui, hein. oui. Mais c'est quand même la troisième boisson mondiale, et donc ça valait bien un livre. Ah oui, même, largement. Largement. Vous savez, il y a quelques mois, Pascal, j'ai eu le plaisir de recevoir également, pour parler du café, Olivier Blaise, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un très beau livre aussi sur le café, sous forme de roman, comme vous, on va y venir dans un instant, qui s'appelle Le Maître de café. Est-ce que vous l'avez lu? Livre, il est merveilleux. J'adore, je le connais un petit peu. Ouais, il est lu son livre, et c'est d'ailleurs grâce à lui, je voulais le saluer au passage, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Ah bah voyez, c'est formidable. Voilà, j'avais écouté une rubrique sur France Info, je crois, il y a 2 ans. Son livre est assez ancien, il est de 2012. Oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. Et j'avais eu l'idée, donc j'avais lu son livre, et j'avais bien aimé son style, il était très bien. Très mais je trouvais qu'il manquait quelque chose un petit peu, parce qu'à chaque fois, il partait au Costa Rica, et puis il partait pas. Oui. Voilà, donc moi j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, et je suis allé au Costa Rica, je suis allé en Colombie, etc., découvrir vraiment les senteurs. Et mon livre est un roman, c'est vrai, vous le précisiez tout à l'heure, mais en plus, après, j'ai 40 pages sur l'histoire du café, là vraiment historique pur. Et puis j'ai tout un tas de petites rubriques, comment boit-on un café dans le monde, les grands crus de café, les femmes et le café, etc. Voilà, j'allais y venir tout à l'heure, mais c'est pas grave, vous le faites maintenant. Et précisément, j'espérais que vous alliez me dire que c'était suite à l'interview d'Olivier Blaise sur Radio Judaïka que vous aviez eu envie de le rencontrer et de poursuivre l'aventure du café. Mais bon, pas sur votre radio. On peut rêver. Je suis désolé, Patricia, c'était pas sur votre radio, mais je vais le réécouter en podcast. Voilà. Mais c'est vrai que en lisant votre livre, j'ai repensé au Maître de café, et voilà, c'est un petit peu la suite, je dirais, parce que votre livre est très complet. Alors on le disait, c'est le roman du café, vous vous attardez sur l'aspect historique, mais il y a également un roman dans le roman, si j'ose dire, avec 2 personnages particulièrement attachants. Le jeune Julien qui a 20 ans et qui est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Il travaille d'arrache-pied, mais sa passion c'est le café, donc il travaille entre guillemets dans la brûlerie rue du Four à Paris, qui appartient à son grand-père qu'il a recueilli au moment de sa naissance, puisque la maman de Julien est morte en couche. Voilà, absolument. Voilà. Et il travaille depuis qu'il est enfant. D'ailleurs, son doudou, il était dans les sacs de café. Oui, ça j'ai trouvé très joli. Voilà, j'invente des mots d'ailleurs à cette occasion. Je dis que c'est un caféologue, que c'est un kawa-thérapeute, que c'est un expressoman, etc. Exactement. Et tout ça fait un personnage particulièrement attachant, ce jeune Julien. Il est subitement licencié par son grand-père, qui est un monsieur, alors certainement tout en pudeur et tout en tendresse, mais très caché, très intérieur, parce qu'il a du mal à dire à son petit-fils qu'il aime. Il le dira par-delà la mort, on le verra à la fin du roman. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, il est assez dur quand même. Il est assez dur. Déjà, il le licencie, donc c'est quand même un peu dur pour son petit-fils, parce qu'il est aveugle, il va se retrouver à la rue, et ne sachant pas quoi faire, il va aller voir sa meilleure amie, qui s'appelle Johanna, et puis il a toujours rêvé d'aller en Amérique du Sud, mais comme il est aveugle, c'est pas facile, donc il va demander à Johanna de l'accompagner, et il lui dit, tu seras mes yeux. Voilà. Et quand même, son grand-père lui a quand même laissé quelques indemnités de licenciement, ce qui lui permet de voyager un petit peu. Quand même. Alors, Julien est aveugle, on l'a dit, depuis l'âge de 9 ans, suite à une maladie qu'il a contractée. Et alors, comme on le sait très souvent, les aveugles développent certains autres sens. Donc, dans le cas de Julien, c'est évidemment l'odorat. Oui, absolument, l'odorat et puis les papilles gustatives aussi. Oui, aussi, bien sûr. J'ai rencontré des aveugles d'ailleurs à cette occasion. Oui. Et puis, vous savez que mon petit Julien, là, c'est une non-rencontre. Parce qu'au début du livre, je le précise, j'ai rencontré, je n'ai pas rencontré un aveugle, mais j'ai vu un aveugle à une terrasse de café à Paris. Lorsque j'étais en train de prendre un expresso, je l'ai vu commander 5 expressos les uns à la suite des autres et commander une glace au café, au parfum café avec son café. C'est comme ça que le buvait le grand ambassadeur Agas Soliman Raka, et qu'il servait à ses hôtes à la cour en 1672. Voilà. Et c'est cette non-rencontre, comme vous l'appelez joliment, qui a été le point de départ de l'écriture de ce roman. Oui, absolument. Vous avez vu comment les histoires naissent c'est incroyable, chez les écrivains, chez les romanciers,
Parfois c'est dans les journaux, parfois c'est suite à une rencontre, etc. Et puis après on en fait des romans. Vous voyez, c'est bizarre la vie. Mais voilà. C'est ça qui est formidable finalement. On se demande souvent comment démarre le projet d'un roman. En fait, c'est peut-être tout simplement votre sens de l'observation qui vous permet de démarrer une histoire. Vous savez, j'aime beaucoup Patricia quand je vais à Lyon, par exemple, quand je vais à Paris, parce que là on est sur Radio Judéica à Lyon. Oui, tout à fait. Quand je vais à Lyon, j'aime beaucoup aller dans le vieux Lyon, par exemple, et puis je m'assois à une terrasse de café, je commande un café, puis je regarde les gens. Et ça m'inspire, vous voyez, ça c'est le genre de choses qui m'inspirent pour écrire des histoires. Et du reste, on a souvent écrit et dit que le café et l'écrivain entretiennent une relation très puissante, hein. Bien sûr, on se souvient de Balzac, qui lui était un fou de café, puisqu'il buvait plus de 50 cafés par jour. Je vous rappelle, c'est considérable. Mais ce qu'on sait moins sur Balzac, c'est qu'il aimait aussi le thé. Ça, on sait moins. On en parle moins. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est surtout le café qui est connu pour être apprécié de Balzac. Et d'ailleurs, je me faisais la remarque, Pascal, le café et l'écrivain, effectivement, un lien très puissant et très ancien. Mais du reste, les prix littéraires sont très souvent remis dans des cafés également. Donc, bien sûr, vous avez le prix du café de Flore, par exemple. Vous avez le prix de la closerie des Lilas. Bon, c'est pas un café, c'est un restaurant. Enfin bon, oui, souvent, effectivement. D'ailleurs, dans mon livre, il y a aussi, je raconte un petit peu l'histoire du café, bien sûr, mais également l'histoire des cafés. Oui, absolument. Des cafés parisiens, excusez-moi, parce que c'est vrai que je pouvais pas raconter l'histoire de tous les cafés français. Non, évidemment. Il y en avait tellement. Alors, vous le rappeliez, Pascal, le café est d'ailleurs la deuxième boisson consommée en France. Alors cet or brun, comme on l'appelle souvent, bien sûr a beaucoup changé au fil du temps. Et aujourd'hui, le café en grains se fait de plus en plus rare. C'est surtout les dosettes que nous utilisons dans nos maisons. Ah, on a les deux. Vous savez, on a les deux. On parle beaucoup des dosettes, j'en parle. Oui, bien sûr, vous en parlez. Ces capsulettes venues de l'espace non Schengen, parce que je ne dirais pas la marque, mais tout le monde sait. Mais c'est quand même, faut rendre hommage à leur génie quand même, parce qu'ils ont inventé la fameuse capsulette en 1976. C'est un ingénieur qui s'appelait Eric Fabre qui a inventé ça, et ils l'ont remisé dans les tiroirs, ils l'ont gardé dans les coffres forts, parce que le monde n'était pas prêt à l'époque. On utilisait la cafetière à filtre. En 76, vous dites ? 76. Ah oui, Eric donc Fabre, c'est pas si récent que ça finalement. Hein. C'est pas si récent que ça, mais la capsulette a été inventée en 1976, et à l'époque on était tous avec notre petite cafetière à filtre, vous voyez. Moi quand j'étais enfant on utilisait ça, et puis le monde n'était pas prêt à utiliser cette dosette, cette capsulette, donc ils l'ont remisée dans les tiroirs et ils l'ont sortie en 2001. Ah oui. Ils ont été malins, c'est en très 2001, malin. En 2001 seulement. Oui, 2001, et parce qu'ils ont fondé Nestlé est devenu Nespresso, enfin voyez, voilà. Ah oui, d'accord. Alors justement, le café qui est devenu vraiment, qui est aujourd'hui une boisson très prisée dans le monde entier, est en passe de devenir un petit peu un produit de luxe. Donc il y a danger quand même. Et vous nous alertez à ce propos, Pascal Marmet. Oui, bien sûr, il y a danger parce qu'on a l'impression qu'il y a une luxurisation de tout en ce moment. Je me pose la question si en 2080 la carotte ne sera pas un produit de luxe et qu'on ne la servira pas dans un écrin de bijoutier ou de joaillier peut-être. Non, mais il faut quand même vous dire, il y a la capsulette, il y a les dosettes, etc. Mais il faut quand même dire qu'en France, il y a une nouvelle génération de néo-torréfacteurs, de jeunes torréfacteurs, et vous avez plus de 800 entreprises de petits torréfacteurs qui travaillent à l'ancienne. Ils sont un peu partout dans toutes les villes. Moi, vous savez, je fais beaucoup de festivals du livre en province. J'étais à Villeneuve-sur-Lot, j'étais en Alsace il n'y a pas longtemps, je suis à Nice là il n'y a pas bientôt, je serai à Besançon. Enfin bon, c'est dommage qu'à Lyon il n'y a plus ce festival fabuleux qui avait Place Bellecour. Ah oui, c'est dommage, oui. Je le regrette, oui, c'est je vrai. le regrette, mais bon, j'espère qu'un jour... Il va peut-être renaître de ses cendres, allez savoir. Renaître de ses cendres tel le phénix. Espérons-le. Mais vous avez un beau festival du livre policier, vous avez Quai du Polar. Le Quai du Polar, qui est un festival magnifique que nous couvrons à Radio Judéica chaque année. Absolument. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même 800 petites boutiques, comme notre ami Julien, là, rue du Four, qui n'existe pas. C'est une connerie que j'ai inventée. D'accord. Mais sinon, il y en a beaucoup dans Paris, quand même. Oui, il y en a beaucoup dans Paris, il y en a quelques-uns à Lyon. Je sais qu'à chaque fois que je fais un festival, des torréfacteurs viennent me voir et me disent « Oui, je travaille à l'ancienne, j'ai lu votre livre, j'aime beaucoup ce que
vous faites, etc. Ah bah ça, donc c'est bien, hein, ouais, voilà. C'est formidable, hein, ça nous rassure. Alors la couverture de votre livre, Pascal, nous met tout de suite dans l'ambiance, hein, une toile de sac de café avec quelques grains de café, des feuilles également. On est tout de suite dans l'ambiance. Et puis 34 chapitres pour nous raconter l'histoire du café, c'est pas un de trop, avec à la fin, vous le disiez, un précis sur le café à la fin du livre. J'avais noté également donc le cahier photo dont on a parlé, quelques poèmes à la fin du livre, et puis ce que je trouve toujours très agréable et très sympathique, une petite citation au début de chaque chapitre. Donc ça, c'est toujours des petites choses qui mettent à l'aise le lecteur, qui le mettent en confiance pour découvrir une histoire, cette histoire du café que vous nous racontez avec talent, Pascal Marmé. Je voulais préciser à nos auditeurs que, bien sûr, ce roman se déguste, évidemment. Il réveille les papilles et les narines en donnant l'envie de goûter, alors peut-être pas les 400 crus de café, mais en tout cas donne envie de se précipiter chez un torréfacteur, pourquoi pas. Si vous habitez à Paris ou si vous passez à Paris, à la Caféothèque également, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai, vous le rappeliez, Pascal, dans toutes les grandes villes, il y a quand même de bonnes adresses pour déguster un très bon café. Bien sûr, il y en a à Lyon. Je sais qu'il y en a à Lyon. Hein. Oui, tout à fait. Il y en a à Lyon. Vous pouvez déguster un Pacamarin, un Genesis, un café de Colombie, etc. Mon espoir secret en écrivant ce livre, ça aurait été que les gens changent un petit peu leurs habitudes en matière de café. D'ailleurs, je l'ai mis dans la 4e de couverture. Oui, tout à fait. Ça va être difficile quand même, parce qu'on est habitué, on a une certaine... Mais simplement le samedi ou le dimanche, plutôt le dimanche, allez, le dimanche matin, il y a des petits torréfacteurs qui sont ouverts tout à fait. dans Lyon, et allez faire l'expérience de goûter un grand cru de café, vous allez voir la différence là. Ah bah oui. Comme une bonne bouteille de vin qu'on ouvre le dimanche, hein, pour faire plaisir à la famille, etc. Donc on peut aller déguster un grand cru de café le dimanche matin. Eh bien, écoutez, je crois que c'est un conseil que nous allons tous suivre dès ce dimanche, Pascal. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage à nos auditeurs. Donc, Pascal Marmé, le roman du café, paru aux éditions du Rocher dans la très belle collection dirigée par Vladimir Fedorovski. La collection Le roman des lieux et destins magiques. Et c'est vrai que c'est bien un destin magique, hein, pour ce petit grain de café qui a traversé les âges et les siècles pour notre plus grand bonheur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous un moment, Pascal. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Vous allez vous intéresser au thé, il me semble, hein, maintenant. Oui, parce que vous savez, c'est une suite logique. Hein. Bah oui, bien sûr. Le parfum, le café, le thé. Je vais écrire un livre en duo avec mon ami Jean Sicardi, qui est l'auteur de ma région le plus connue. Donc ça me fait grand plaisir. On va écrire un vrai roman d'aventure, hein, pour le coup. Un vrai roman d'aventure, mais j'aurai toujours ma petite patte, là, mon petit signe de fabrique, c'est-à-dire qu'il y aura à chaque fois une petite citation en tête de chapitre. Ça, j'aime bien. J'aurai un précis sur l'histoire du thé à la fin du livre, et puis plein de rubriques comme avec le café, les femmes et le thé, etc. Les premiers salons de thé dans le monde et tout ça. Formidable, on se réjouit d'avance, donc ça nous promet une nouvelle rencontre d'ici un an et demi peut-être. Il faut le temps de travailler quand même. En 2015, entre-temps, j'ai écrit un polar aussi, parce que je suis très actif en matière de littérature. C'est comme je voyage beaucoup, je fais tous les salons de France, il faut que je produise un livre par an, donc c'est difficile, mais maintenant je ne fais que ça. Vous ne faites plus que ça, hein. Vous nous disiez que vous aviez abandonné le métier de l'hôtellerie. Bien sûr, absolument. Je ne fais qu'écrire, et pour mon plus grand bonheur et on imagine. mon plaisir. Et oui, parce que c'est un plaisir d'aller rencontrer les lecteurs un petit peu à Villeneuve-sur-Lot, à Lyon, à Paris, à Lille, à Nancy. C'est fabuleux. Un peu partout en France. Ça fait voyager aussi. Oui, bien sûr, c'est une belle vie. Ce que je voulais dire aussi, Patricia, c'est que vous pouvez acheter mon livre, même si vous n'aimez pas le café, parce que c'est un vrai roman aussi. Ah bah évidemment, évidemment. Alors moi, je rappellerai aussi à nos auditeurs que ce livre a nécessité quand même 1 an de travail, 3 à 4 mois de recherche et 6 mois d'écriture. Donc c'est quand même un ouvrage très très documenté et un ouvrage qui nous apprend énormément de choses tout en suscitant la curiosité et le plaisir évidemment. Hein. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Merci. Au revoir et bonne journée. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.